Bon matin à tous. Merci d'être là avec nous ce matin. Je me présente, je m'appelle Benjamin Ducol. Je suis responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui est un des partenaires qui vous présente cette formation ce matin. La formation est donnée donc en partenariat avec la Commission canadienne pour l'UNESCO, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Donc on va essayer de vous parler pendant les 2 heures, 2 heures et demie qui vont s'en suivre de cette question du journalisme à l'épreuve de la radicalisation et de l'extrémisme. Donc des phénomènes qui sont très proches de nous, qui sont, pour le dire, de plus en plus récurrents. Et donc savoir un peu comment traiter ces enjeux, comment en parler. Alors pour aborder cette formation, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par Jean-Paul Martoz, qui est journaliste et qui est l'auteur notamment d'un petit guide pour les journalistes qui s'appelle Les médias face au terrorisme, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de l'UNESCO. Voilà, le guide, vous enverrez une photo à la fin avec toutes les références, mais c'est un guide sur lequel la formation s'est en grande partie basée. Donc en fonction de ce qu'on verra dans la formation, je vous invite à aller le relire et surtout le lire du début à la fin parce que je trouve que c'est un outil essentiel. Alors je vais laisser Jean-Paul se présenter un peu plus directement parce que voilà, je dirais, c'est la caution journalistique de cette formation. Oui, bonjour. Ça marche le micro? C'est parce que je suis vraiment navré d'arriver au Québec avec un rhume et une voix qui pose problème. J'espère que vous serez capable de m'entendre. Voilà, donc je suis un journaliste, je suis un journaliste belge. Je suis actuellement chroniqueur au journal Le Soir, où j'ai été pendant très longtemps comme journaliste et correspondant à l'étranger et responsable de l'international. Je suis professeur de journalisme international à l'Université catholique de Louvain. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'accueillir des journalistes du Québec à plusieurs reprises, dont la directrice adjointe de la Fédération professionnelle, qui était en Erasmus. Et alors, je travaille actuellement sur une série de projets, essentiellement sur deux projets, qui est l'un, le terrorisme. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé avec l'UNESCO sur un manuel destiné aux journalistes et sur les questions de la couverture des migrations. Je ne suis pas du tout lié entre les deux, évidemment, mais ce sont des problématiques, évidemment, qui sont au cœur des dilemmes de la profession. La formation qu'on vous propose ce matin, comme je vous le disais, elle est en grande partie fondée sur ce guide, mais on a voulu aussi y donner une petite twist un petit peu plus interactive. Alors je dirais les grands objectifs qu'on veut se donner avec cette formation ce matin. La première chose, c'est déjà de réfléchir un petit peu aux différents enjeux éthiques et pratiques que le traitement journalistique propose en matière de radicalisation, d'extrémisme violent, de terrorisme. Alors il y a des termes qui sont un petit peu différents et on pourra en rediscuter un petit peu l'importance finalement de bien nommer les choses. La deuxième chose, c'est ouvrir des pistes de réflexion à partir des réalités qui sont propres à vous, professionnels des médias, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de venir vous dire quoi faire, je ne suis pas un professionnel des médias, j'ai une expertise de mon côté sur les questions de terrorisme, de radicalisation, donc sur le phénomène en lui-même, mais pas sur les pratiques. L'idée, c'est de réfléchir avec vous un peu sur, voilà, face à une situation, face à des événements, quels sont les enjeux un peu qui se posent à partir de vos pratiques, à partir de vos conditions de production finalement de l'information. Et justement offrir un petit peu des pistes de compréhension et des pistes de bonnes pratiques d'une certaine manière, des balises un peu qu'on peut se donner face ces différents enjeux. Alors le public qui est visé par cette formation, ben, vous êtes dans la salle, c'est des journalistes et des professionnels des médias, c'est des étudiants en journalisme aussi, qui sont dans une logique d'apprentissage, dans une logique de, de réflexion vis-à-vis de leur métier, les éditeurs, les rédacteurs en chef, les producteurs qui ont aussi des décisions à faire, des décisions importantes parfois face à des sujets comme ça, et les professionnels des médias au sens plus général du terme. Alors, le déroulement de la formation en tant que tel, il va se dérouler en trois grandes séquences. La première séquence, c'est pour vous introduire un petit peu à cette question des médias, de la radicalisation, terrorisme, un petit peu pour essayer de pointer un petit peu les grands enjeux qu'on peut avoir face à ces phénomènes. La deuxième séquence, c'est un atelier interactif. L'idée, c'est qu'on ne soit pas les seuls à parler, que vous soyez aussi partie prenante finalement de l'exercice, sous la forme finalement d'une mise en situation. Donc repartir d'une mise en situation d'un événement finalement, un événement qui pourrait se produire, qui s'est déjà produit d'une certaine manière,
et de vous mettre face à des dilemmes, face à des enjeux finalement de production de l'information, de traitement de l'information, pour justement soulever un petit peu la discussion sur voilà, quels sont les différents enjeux éthiques, pratiques, professionnels qui nous font face quand on a des situations de terrorisme ou d'extrémisme violent. Et finalement, la troisième séquence, ça sera une séquence un peu finale, où l'idée, c'est de revenir un petit peu sur à la fois le déroulement de la mise en situation, mais aussi avoir un échange plus ouvert avec vous sur voilà, d'autres enjeux qui n'auront peut-être pas été traités au cours de l'atelier interactif, et surtout voir un petit peu quelles sont un petit peu les balises communes, les synthèses finalement qu'on peut se donner face à au traitement de ces informations et de ces thématiques. Alors sans plus tarder, pour introduire la question, cette question de la radicalisation et du terrorisme, c'est pas une question nouvelle. Elle se pose de manière différente aujourd'hui, mais encore une fois, la question du traitement du phénomène terroriste par les médias, elle est ancienne. Si vous prenez la petite photo qui est en bas à votre droite, les attentats de Munich, 1972, une prise d'otage en direct des athlètes israéliens pendant les Jeux Olympiques par un commando palestinien. Il y a une couverture médiatique déjà. Et en fait, c'est un peu, je dirais, le moment où le terrorisme rentre d'une certaine manière dans l'aspect presque direct ou quasi direct, en tout cas, des médias. Évidemment, c'est une large palette de couverture médiatique qui existe. Vous avez, par exemple, les fameuses conférences de presse de certains groupes. Vous avez ici une photo de l'ETA qui avait l'habitude de convoquer les journalistes pour en gros, faire passer des communiqués, donner des messages, etc., etc. Vous avez évidemment je dirais un peu le highlight de la couverture médiatique en matière terroriste, qui est les événements du 11 septembre, avec finalement un événement qui se déroule en direct sur des télévisions qui étaient elles-mêmes devenues des télévisions d'information en direct, CNN. Et d'autres enjeux plus récemment, la question par exemple de l'attentat de Nice, de la couverture d'un événement qui a été extrêmement traumatique en France, et la question des images, la question de quoi montrer, quoi ne pas montrer, sur laquelle on pourra revenir. Alors, cette question des médias et ce qu'on appelle ici les extrémistes violents, qui inclut donc le terrorisme, des formes diverses de radicalisation, elle est souvent présentée comme une forme de symbiose. L'idée qu'il y aurait une forme de connexion quasi naturelle entre journalisme ou médias et terrorisme. Alors, quand on regarde un petit peu cette question de la symbiose entre ces deux aspects, il y a plusieurs dimensions qui effectivement mettent l'accent sur cette interconnexion entre médias et terrorisme. Du côté des acteurs terroristes ou du côté des acteurs extrémistes, il y a une logique qui est fondamentale pour eux, c'est que c'est avant tout des acteurs politiques. Et faire de la politique, d'une certaine manière, c'est transmettre son message au plus grand nombre. Donc, un des moyens de transmettre son message au plus grand nombre, c'est évidemment le faire à travers les médias. Donc, il y a ce besoin de transmettre un message politique au-delà d'une audience directe. Et c'est souvent le cas dans un attentat. Il y a une audience directe qui est les victimes ou les gens qui sont, par exemple, pris en otage. On a eu des témoins, et les médias font partie de cette catégorie qui sont les témoins. Et finalement, l'audience visée, c'est avant tout les audiences indirectes, c'est-à-dire les autorités, la population, les sympathisants aussi, sont l'audience indirecte. Et donc, la transmission de ce message, si elle veut se faire, il y a besoin, vous le voyez, des témoins directs. Il y a besoin de témoins pour relayer justement ces faits de violence, ce discours, etc., etc. Du côté des médias, il y a aussi une logique finalement d'avoir un attrait pour ce qui est hors du commun, ce qui est de l'extraordinaire, et le terrorisme fait partie finalement de cet extraordinaire, de ce qui rompt un peu le quotidien, de ce qui rompt finalement la norme d'une certaine manière. Il y a d'autres éléments qui facilitent aussi l'intérêt pour les médias pour ce type de phénomène. C'est la facilité peut-être à les mettre en récit, la facilité à avoir des images dramatiques, la facilité aussi à avoir des acteurs politiques de premier plan qui veulent se prononcer sur ce type d'événement. Donc on a finalement tous les bons ingrédients pour faire une bonne couverture médiatique, ce qui explique aussi pourquoi il y a une forme d'attrait souvent pour ce type de phénomène. Il y a aussi, il ne faut pas le nier, une demande du public. C'est pas juste les médias qui ont un intérêt à couvrir ces questions de terrorisme et ces questions d'extrémisme violent. Le public demande une couverture. Le public souhaite d'une certaine manière, et c'est pas nouveau, il y a une forme de voyeurisme un petit peu malsain, mais le public aime voir le spectaculaire, le public aime voir ce qui est encore une fois choquant, ce qui peut être choquant et dérangeant. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y avait une forme
de connexion, et je dis bien pas de causalité. Il y a pas de, les médias ne sont pas des passe-plats ou des relais du terrorisme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est plus complexe que ça. Euh, il faut parler de la question que ce travail de couverture finalement des médias est aujourd'hui rendu beaucoup plus complexe que par le passé. Rendu beaucoup plus complexe, notamment parce que voilà, le contexte médiatique, et vous le savez, a changé. On est notamment dans un contexte où la pression pour la course au scoop, la course à l'exclusivité est de plus en plus marquée. Et ça se fait dans un contexte où les médias sociaux ont pris beaucoup de place. Et quand on est dans un événement indirect, comme par exemple un attentat terroriste, on est sans cesse finalement challengé par ce qui est en train de circuler sur les médias sociaux, ce qui est en train d'être retweeté finalement. Donc la vitesse de circulation de l'information est considérablement démultipliée par rapport à auparavant, où même si à Munich, par exemple, on avait un suivi en direct de la prise d'otages, il n'y avait pas 10 000, 10 000 comptes Twitter qui étaient en train de tweeter sur les opérations policières, sur où étaient les otages, dans quelle section du bâtiment, etc. etc. Donc l'avènement finalement des médias sociaux change complètement finalement la pression qui est mise sur les médias pour traiter cet enjeu. Il y a aussi un autre enjeu qui est la co-construction de l'information et des faits par les médias, mais aussi par le grand public. Encore une fois, il y a tout un tas d'agents maintenant qui sont des individus lambda qui participent à construire l'information en tweetant des choses, en faisant circuler sur Facebook l'information. Donc il y a moins de monopole. Avant, on était dans une relation beaucoup plus bilatérale entre des journalistes et des autorités. Aujourd'hui, on est dans une relation qui est un petit peu plus explosée avec des journalistes, des acteurs étatiques et beaucoup de monsieur, madame, tout le monde qui vont faire circuler de l'information, en rajouter. Et là, l'enjeu devient finalement d'essayer de débrouiller un petit peu toute cette information-là, de savoir comment la trier, comment la mettre à distance et comment la traiter. Face à ce changement de contexte, il y a souvent 4 grandes critiques qui peuvent être adressées par à la fois les professionnels, mais surtout le grand public aux médias, dans le traitement de l'extrémisme violent. Une des premières critiques, souvent, qui est adressée, c'est l'association entre une couverture journalistique et une forme de justification de l'extrémisme violent. En gros, ce qu'on veut dire, c'est qu'en gros, les journalistes seraient les relais, finalement, des extrémistes, une forme de glorification. Et vous voyez, on reviendra un petit peu sur le débat de la glorification. Comment, finalement, couvrir ces enjeux-là sans se faire finalement le relais de groupes qui posent à la fois une problématique de sécurité publique pour la société, puis une problématique de vivre ensemble finalement. La deuxième critique qu'on a souvent, c'est une critique sur, au contraire, le refus des journalistes de couvrir l'extrémisme violent et du coup de tomber dans une forme d'autocensure finalement, de refuser de faire leur travail finalement d'informer par peur finalement justement de tomber dans l'autre excès qui serait être le relais des terroristes ou le relais des extrémistes. Donc ça c'est une deuxième critique qui est souvent mise de l'avant et il y a justement cet enjeu de trouver la ligne un petit peu entre les deux. La troisième critique, et ça c'est une autre critique que pour les gens qui travaillent dans le domaine, vous avez peut-être reçu, c'est finalement d'être un petit peu le relais des autorités, c'est-à-dire d'être le relais d'une logique sécuritaire ou d'une logique de renforcement de la peur, etc., etc. Les médias, en gros, créeraient la peur parce qu'ils couvriraient le terrorisme et donc ils accentueraient une forme d'angoisse dans la société. Ça, c'est une autre critique qui est souvent mise de l'avant et il faut, je pense, l'avoir en tête euh, quand on réfléchit à ces enjeux. Dernière critique, la quatrième, l'idée que aussi les médias participeraient à une forme de polarisation des débats, de renforcement de la stigmatisation, des stéréotypes en parlant sans cesse, par exemple, du terrorisme djihadiste, ou même en utilisant certains termes, le terrorisme islamiste, en parlant, voilà, en mettant de l'avant énormément ces enjeux-là, il y a la critique qui revient souvent de dire qu'en gros, les médias participent finalement à créer une forme d'imaginaire un petit peu de ce qu'est le terroriste standard, et ça crée une forme de stigmatisation et de polarisation qui peut avoir des effets sur certains groupes ou certaines communautés dans nos sociétés. Encore une fois, je ne me fais pas le porte-parole d'aucune de ces critiques, mais je veux vous les donner parce que je pense qu'elles font partie du débat, elles font partie de la réflexion à avoir pour mieux comprendre finalement les enjeux qui se posent en matière de traitement de ces enjeux. Alors face à ces enjeux, évidemment, il y a différents principes journalistiques qu'on peut rappeler, mais je veux dire, les principes essentiels sont les mêmes que pour n'importe quel travail journalistique, la recherche de la vérité, l'indépendance et la liberté d'informer, et la responsabilité. La responsabilité qui, je pense, est particulièrement importante dans ce type de contexte où elle met encore une fois en jeu une forme de jugement de la part des professionnels qui est extrêmement important.
sans doute, je ne dis pas que le jugement n'est pas important pour d'autres types de phénomènes ou d'autres types de couvertures, mais je pense qu'il est particulièrement important dans ce contexte-là. Et la petite phrase donc du journaliste du New York Times, Rukmini Calliachi, qui dit finalement notre métier de journaliste est de comprendre et d'apporter du gris là où il n'y a que du blanc et du noir, parce qu'il y a toujours du gris. Et effectivement, les questions de terrorisme, les questions d'extrémisme sont finalement des enjeux qui binarisent un petit peu, qui ont tendance à montrer qu'il y a deux camps extrêmement finalement figés. Et je vous dirais, ça va plus loin que ça. Dans le programme, par exemple, de l'État islamique disait ouvertement, finalement, la formule en anglais, c'est the extension of the grey zone. L'objectif de l'État islamique, c'est finalement d'annihiler cette zone grise, qu'il n'y ait que du blanc et du noir, finalement, qu'il n'y ait que des bons et des gentils. Donc, c'est un peu toutes les formes d'extrémisme. Toutes les formes d'extrémisme sont dans cette logique, finalement, de vouloir binariser le monde, de le rendre beaucoup plus simple, mais de le rendre aussi beaucoup plus tranché. Et tout le travail du journaliste face à ces enjeux-là, c'est justement de réintroduire du gris, de montrer qu'il n'y a pas que du blanc et du noir, mais au contraire que les phénomènes sont un peu plus complexes qu'on ne veut le voir. Je laisserai la parole à Jean-Paul peut-être sur ces aspects-là, sur les enjeux un petit peu très généraux de la question du traitement de l'extrémisme et du terrorisme par les médias. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation très, très claire. En fait, je vais faire quelques remarques et puis je pense que j'interviendrai au fur et à mesure lors de l'atelier en réagissant aux séries de questions et d'interrogations que pose la couverture d'incidents ou d'actes terroristes. Alors, première chose, je pense qu'il est important de bien affirmer le fait que la couverture du terrorisme par le journaliste dépend en grande partie de la doctrine du journalisme dont on se réclame. Je dis on, c'est les journalistes, mais aussi c'est les propriétaires des médias. C'est-à-dire que la manière dont on couvre les actes de terrorisme dépend en grande partie de la nature du média dans lequel on est. On ne couvre pas de la même manière le terrorisme lorsqu'on est à Paris Match, lorsqu'on est au Monde, par exemple, lorsqu'on est à Fox News ou à PBS. Et je crois que c'est important de bien se rendre compte de cela. Il y a dans la communauté journalistique une inégalité dans la possibilité de pouvoir exercer son métier selon le principe qui vient de rappeler Benjamin, c'est-à-dire notamment la recherche de la vérité, l'indépendance, le sentiment d'humanité. Et donc ça, c'est important de bien s'en souvenir. Moi le principe que j'ai pris dans mon manuel, pour que ce soit clair, c'est que le journalisme a un rôle important au sein d'une société démocratique. Son rôle, pour faire court, est de fournir les informations les plus précises, les plus vérifiées possibles, mais aussi les opinions les plus larges, les plus diversifiées possibles, pour faire en sorte que le public devienne citoyen, qu'il puisse agir comme citoyen dans la société. C'est aussi une forme de journalisme qui, pour moi, doit être un journalisme de contre-pouvoir, ou ce qu'on appelle le watchdog, un peu dans le système américain, qui a un rôle extrêmement important pour contester tous les pouvoirs, dans tous les sens, et pour apporter cette dimension critique, cette distance particulière. Et c'est donc une affirmation de l'autonomie du journalisme dans une société démocratique, et c'est par son autonomie qu'il joue son rôle, et qu'il joue notamment son rôle dans le combat contre le terrorisme. Et vous savez, il y a toujours cette opposition entre deux femmes célèbres sur la question du terrorisme. D'un côté, il y a Margaret Thatcher, ancienne première ministre conservatrice de Grande-Bretagne, qui avait fameusement dit à l'époque des attentats de l'IRA à Londres que la publicité, elle voulait dire les médias, est l'oxygène du terrorisme. C'est un débat qu'on ne terminera jamais, va évaluer quel est réellement le rôle des médias dans la propagande terroriste. Il n'empêche, c'est quelque chose qui est très souvent mis en avant. Dire, écoutez, il faut vraiment que les médias sortent du champ et laissent uniquement les autorités, par exemple, informer sur ce qui est en train de se passer. Il y a un peu cette tendance-là. En face d'elle, il y avait une autre femme, j'avoue, j'ai plus de tendresse pour elle, qui est Catherine Graham, qui est l'ancienne patronne du Washington Post de l'époque du Watergate, des dossiers du Pentagone, qui avait répondu peut-être la publicité est-elle l'oxygène du terrorisme, mais l'information est la force vitale de la liberté. Et ça, je pense que c'est le fondement même de notre profession qui est mise en avant. Et c'est un peu comme ça que je voulais un peu faire quelques remarques liminaires sur la manière dont on peut couvrir le terrorisme, qui est évidemment un événement et un phénomène qui répond à tous les
tous les principes du journalisme de breaking news et le journalisme retrouve de certaine manière dans le terrorisme tous les éléments pour faire de l'information extrêmement forte et c'est un moment, c'est dans cette symbiose justement que peut intervenir le débat sur est-ce que les journalistes sont finalement d'une certaine manière les outils du terrorisme. Alors, le principe essentiel, me semble-t-il, comme journaliste lorsqu'il y a un incident, un acte terroriste, c'est de s'imaginer comme une balise de l'information pour l'opinion publique, c'est-à-dire une référence. C'est-à-dire qu'il faut construire une réputation dans son média, à la fois, évidemment, actuellement, on est dans une situation, on est tous dans le direct, même la presse écrite est dans le direct, on fait tous de la radio en direct, si j'ose dire, et donc on est tous en concurrence, et c'est à ce moment-là que, précisément, les valeurs dont a parlé Benjamin peuvent s'exprimer, c'est être, lorsque le bateau tangue, ballotté par la tempête, est cette encre pour l'opinion publique. D'ailleurs, ça m'a toujours un peu étonné que le terme anchor en anglais, pour dire la personne qui présente les journaux télévisés, puisse s'appliquer finalement à cette image-là, c'est que le journaliste va être la personne vers qui une confiance peut s'exprimer parce qu'on est persuadé que cette personne va faire en sorte que l'information qui sera diffusée en moment de crise qui angoisse, des crises qui polarisent, qui stigmatisent, eh bien cette personne-là va fournir une information qui sera la plus claire, la plus précise, la plus responsable et la plus complète possible. Et je crois que c'est vraiment le rôle qui doit être l'ambition des journalistes. Or, on a vu au cours des différents attentats qui ont touché un certain nombre de pays que dans de nombreuses occasions, les journalistes n'ont pas réussi à tenir ce rôle-là. Non pas parce qu'ils cherchaient nécessairement à passer les lignes rouges, mais parce que la pression exercée sur eux par l'environnement des réseaux sociaux, par leur propre angoisse d'ailleurs, par leur volonté d'informer rapidement, les a conduits très souvent à la faute. Donc c'est vraiment cette notion-là qui doit être la notion principale, me semble-t-il, de l'information. Et ça peut se décliner, ça se décline très souvent dans des politiques qui sont des politiques extrêmement précises et détaillées. Par exemple, lorsque intervient un attentat, est-ce que la rédaction est préparée à organiser la couverture de l'attentat? Est-ce que on sait qui va réellement coordonner, quelle sera la chaîne de commandement? Mais très souvent, juste qu'il y a peu, dans beaucoup de rédactions, lorsqu'il y avait un attentat, notamment sur le territoire national, c'est l'ensemble de la rédaction. Ce n'est pas seulement le service national, le service de société qui va s'en occuper, c'est l'ensemble des journalistes. Alors très souvent, à ce moment-là, il y a une confusion générale qui règne, d'autant plus que si cet attentat se déroule un week-end ou un jour de congé ou de vacances, ou qu'il y a des gens qui sont malades, il n'y a rien qui est vraiment prévu. Et c'est les petits détails comme ça qui font la différence, d'avoir une clarté dans la chaîne de commandement, si je veux dire. Ce sont ces genres de détails-là. C'est aussi le détail, c'est aussi de savoir comment se comporter lorsqu'on va sur une scène d'attentat. Lorsqu'on arrive, les journalistes parfois ne sont absolument pas formés d'abord à affronter la question la question souvent essentielle et très humaine. Suis-je d'abord journaliste ou suis-je d'abord secouriste? Si je suis le premier sur une scène d'attentat et quelqu'un est en train de demander de l'aide, si je crois que je peux lui donner de l'aide, quel est mon rôle? Est-ce que je suis d'abord secouriste? Est-ce que je suis d'abord journaliste? L'AFP, par exemple, c'est très clair, c'est très clairement dit dans leur charte. Le journaliste, s'il peut aider et s'il est le seul à pouvoir aider quelqu'un, il est d'abord secouriste, il est d'abord l'être humain. Donc, c'est des questions pareilles qui doivent être discutées. C'est-à-dire que l'ambition de ce manuel, il est truffé de conseils et d'exemples, mais l'ambition fondamentale, en fait, elle est toute simple. C'est de créer une culture de la discussion avant que ça ne se passe, pour faire en sorte que lorsque un événement se déroule, les gens sachent non seulement comment opérer, quelles procédures suivre, mais aussi sur les questions éthiques et déontologiques les plus essentielles, qu'il y ait un accord au sein de la rédaction. Que lorsqu'on a publié une photo, par exemple, que l'on sache quelles sont les règles. Que la publication ne dépend pas de la présence ou de l'absence un tel jour d'une telle personne
dans la rédaction. Donc ce sont un peu ces principes-là que le terrorisme, mais ce n'est pas la seule forme d'information qui pose la question. Je crois qu'il y a pas mal de sujets à propos desquels on nous rappelle que ce métier, on ne peut le faire que si on improvise le moins possible, même si on est toujours dans l'improvisation d'une certaine manière. C'est la partie de notre ADN. Je pense que c'est fondamental de prévoir toute une série de procédures qui permettent de répondre rapidement et efficacement à l'urgence. Alors, 2-3 remarques rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Ne pas faire le jeu du terrorisme, c'est absolument fondamental. Je pense qu'il faut pouvoir répondre à Mme Thatcher, et je pense qu'il est extrêmement important de ne pas faire le jeu du terrorisme, et on ne le fait pas, ce jeu-là. De nouveau aussi, on adhère au principe essentiel de l'éthique journalistique, et donc c'est le refus d'entrer dans une logique qui est la logique de la peur. Et cette logique de la peur, on l'alimente si on fait une information qui est brouillonne, qui est catastrophiste, qui est sensationnaliste, qui finalement ne maîtrise pas calmement l'information. Donc là, on entre dans l'enjeu du terrorisme. Parce qu'il faut s'imaginer quel est l'objectif du terrorisme finalement. L'objectif du terrorisme, c'est de terroriser, comme dirait M. Dabalis. Et donc, d'une certaine manière, si les journalistes sont ceux qui ne prennent pas cette distance nécessaire, qui n'ont pas cette fortitude pour pouvoir calmement, justement, assumer un peu la direction du bateau de l'information, je pense qu'en fait, oui, on fait le jeu du terrorisme. Même si, évidemment, idéologiquement, personne ne veut faire le jeu du terrorisme. Deuxièmement, c'est la question, évidemment, de la stigmatisation. Il est clair que les terroristes, l'objectif, ils l'ont proclamé à plusieurs reprises, quel qu'il soit, c'est de casser cette zone grise, comme on l'a appelé dans nos sociétés, qui est cette zone de conciliation, de rencontre, de diversité, de dialogue, et de polariser la situation de manière telle que on arrive finalement au scénario qu'ils sont annoncés de guerre civile, de guerre de civilisation, mais aussi on arrive finalement à remettre en cause ce qui est le fondement même de notre système démocratique, nos libertés. Je crois que c'est fondamental de bien comprendre le piège dans lequel le terrorisme veut nous entraîner. Et que donc, quand on travaille sur le terrorisme, on travaille aussi sur le contre-terrorisme. C'est-à-dire qu'il est important de bien faire en sorte que, dans la mesure où on n'entre pas dans le jeu des groupes terroristes, évidemment, on est bien conscient aussi du rôle que dans une société démocratique, les institutions doivent garder leur calme, leur sang-froid, et ne pas donner prise aux accusations d'hypocrisie de la démocratie que les terroristes poursuivent en adoptant des séries de mesures qui seraient excessives par rapport aux besoins de sécurité. Personne, je crois, dans la profession, moi j'ai rencontré des dizaines de journalistes alors que j'ai fait ce manuel, j'ai rencontré des personnes qui mettaient en doute la nécessité d'un renforcement, perfectionnement des services de sécurité, mais il y a un danger toujours évidemment d'une surréaction qui vient d'ailleurs plus du monde politique, d'utiliser les actes terroristes comme un élément pour restreindre les libertés. Et je crois que ce n'est pas faire de la politique pour les journalistes que de défendre fermement cette notion d'ailleurs de Catherine Graham, c'est que l'information, c'est vraiment la force vitale de la liberté. Alors, on aura l'occasion, je pense, durant l'atelier d'aborder toute une série de questions, l'utilisation des mots, les chiffres, il y a toute une série d'éléments qui sont évidemment importants, c'est dans les détails, le diable est dans les détails, comme on dit très souvent, et je crois que c'est important d'y revenir. Je veux dire rapidement deux choses. On ne peut pas limiter la réflexion sur le terrorisme à l'action, à l'acte terroriste, à l'attentat. Trop souvent, on a tendance à faire des formations où on parle uniquement d'un attentat. On va le faire, donc on s'excuse dès le départ, mais comprenons bien que pour justement se préparer à couvrir un attentat, pour lui donner son sens, il faut arriver à contextualiser cet attentat. C'est une des manières aussi de lutter contre l'instrumentalisation du terrorisme, c'est d'ouvrir le champ. Et là, on arrive à un débat qui a fait polémique en France notamment, expliquer
les origines, les raisons et des raisons évidemment du terrorisme. C'est un peu la fameuse phrase de Manuel Valls qui disait expliquer c'est justifier. Évidemment que non. Comprendre est essentiel pour tout le monde. Et le rôle des journalistes, c'est de comprendre et faire comprendre, comme disait François Giroud. Et donc, c'est de contribuer à cette compréhension à partir de laquelle peut se construire une riposte citoyenne et politique aux dangers terroristes. Donc, il y a cette contextualisation. Il y a ensuite deux éléments importants. Je terminerai par là. D'abord, il faut oser, après chaque moment important de la couverture d'un phénomène terroriste, que ce soit chez soi ou à l'étranger, que les médias aient le courage de faire un post-mortem, de réfléchir à la manière dont ils ont couvert l'action, l'attentat, de faire en sorte de comprendre quelles ont été les failles dans le système. Et ça peut être tout bête, parfois ça peut être technique, par exemple. Moi, j'ai rencontré des directeurs de l'information de la télévision belge qui disaient, par exemple, oui, ben dans certains endroits, on découvrait que notre système ne fonctionnait pas bien. Bon, c'était pour des raisons X. Moi, je ne suis pas spécialiste des caméras ou de la diffusion, mais c'est des détails parfois. Mais c'est aussi, tout simplement, aussi, se rappeler que si on a fait des erreurs, parfois c'est parce qu'il y avait une confusion au sein de la rédaction sur des notions fondamentales de la déontologie et que les dérapages ont lieu de bonne foi, toute bonne conscience, et que donc le post-mortem sert précisément à resserrer les boulons et faire en sorte que la prochaine fois, ça ne se passera pas. Et on l'a vu d'ailleurs en France, lors du 7 janvier 2015, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo et ce qui a suivi, l'hypercachère, il y a eu une cascade de bavures de la télévision, même de services publics, ce qui pour moi est toujours un peu plus choquant. Il y a eu il y a eu ces informations sur la présence de personnes cachées à la fois dans l'imprimerie, mais aussi dans l'hypercachère. On a filmé en direct une opération de police avec les troupes qui s'avançaient. Alors, si j'étais terroriste, moi, j'avais sur mon WhatsApp, je pouvais suivre tout à fait la progression et savoir d'où ils allaient venir. C'est absolument inacceptable, intolérable. Il y a eu 34 condamnations, enfin, ou condamnations ou remarques négatives de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui étaient absolument justifiées. Moi, je ne suis pas du tout un flic de la police, du journalisme, hein, excusez-moi. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui m'instaure en une espèce d'honneur de sang, mais c'est vrai que là, quand même, il y avait un problème. Il y a d'autres cas, et dans le manuel, j'explique un certain nombre de cas, dont notamment les cas en Belgique, qui étaient tout aussi aberrants. Or, après, le 13 novembre, lors des attentats à Paris, au Bataclan notamment, et au Stade de France, il y a eu un changement. On a pu voir que les rédactions des chaînes de télévision avaient tiré les leçons de ce qui avait été les dérapages en janvier. Elles ont commis d'autres erreurs. Voilà. Et donc, il faut de nouveau rebelote commencer post-mortem. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important de faire, de créer une culture au sein de la rédaction, une grande modestie dans l'appréciation qu'on a de la manière dont on couvre des sujets qui sont d'une importance cruciale pour la société, évidemment, mais aussi pour le journalisme. Parce que si on rate la manière dont on couvre un sujet qui a une telle résonance dans nos sociétés, je crains malheureusement qu'à ce moment-là, le rôle des journalistes, qui est fortement critiqué, comme vous le savez, un peu partout, la crédibilité de notre métier sera plus que jamais mise en doute. Et je crois fermement que le terrorisme est alors évidemment, c'est quelque chose que je regrette de devoir dire, en raison que ce soit le terrorisme, mais le terrorisme est un moment extrêmement important pour la presse, pour qu'elle recouvre précisément la fonction qu'elle n'aurait jamais dû perdre et qu'elle a en partie perdue à cause des réseaux sociaux, de revenir, et je reviens au début de ma présentation, de redevenir cette balise de la sphère médiatique lorsque une société est secouée et a peur. Et je crois que c'est fondamental pour l'avenir de notre société, mais aussi très corporatistement pour l'avenir de notre métier.